matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Très heureuse de vous recevoir, Éric Donessé, pour cette Mmh. chronique. Je rappelle que vous êtes directeur du CFDR. Bonjour à vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reprend avec vous justement le point de l'actualité internationale et évidemment, on va commencer par l'Ukraine. Vous dites l'union sacrée se fissure. Oui, on observe depuis maintenant plusieurs semaines qu'à Kiev, les choses vont de plus en plus mal. Alors à tous les niveaux, il y a 4 points qui méritent d'être évoqués. D'abord, les soldats sont de plus en plus inquiets du soutien insuffisant des Occidentaux, des objectifs irréalistes de l'état-major. On sait que vraiment le torchon brûle entre Zelensky et son chef d'état-major des armées, Zaloujny, qui aurait Hmm. refusé de démissionner. On sait déjà qu'un successeur est pressenti. Alors les Américains eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord. Voilà, et le successeur serait d'ailleurs un extrémiste qui a participé, le patron du renseignement militaire, qui a participé aux exactions dans le Donbass à partir de 2014. Par ailleurs, on mesure que les Ukrainiens n'ont plus les effectifs et ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ne veulent pas lancer une nouvelle mobilisation qui serait très impopulaire. Jusqu'à ce jour, ils ont recruté essentiellement des gens des campagnes et des régions frontalières. Si on se rend à Kiev aujourd'hui, on voit que toute la jeunesse dorée se promène en ville et se pavane en ville. Et bien sûr, ce serait très mal vécu que ces jeunes gens, d'ailleurs, qui commencent à fuir, soient mobilisés. Donc, il y a là une contradiction importante. Troisième point qui n'est pas le moindre, Pardon, je le fais juste une SBU. parenthèse. Jeunesse Oui, dorée qu'on a pu voir, on a vu des images quand même assez choquantes. Jeunesse dorée d'Ukraine qu'on a pu voir notamment dans les stations de ski à Megève et ailleurs pendant toutes les vacances de ski, par exemple. c'est exactement ça. Ouais. Donc voilà, ça pose vraiment la question de la motivation de ces gens pour défendre leur pays. On voit d'ailleurs que les malversations continuent. Le service de sécurité ukrainien a de nouveau levé une nouvelle affaire où 100 000 obus de mortier n'ont jamais été livrés, un détournement de plus de 40 millions d'euros. Et puis pour couronner le tout, l'Union européenne qui s'était engagée à livrer 1 million d'obus à l'Ukraine a dit qu'elle n'aurait beaucoup de mal à en assurer la moitié et on estime que peut-être les Européens leur fourniront 400 000 obus. Donc tout ça montre que je dirais la mascarade et la défaite ukrainienne malheureusement se précipitent. Ouais. Alors, autre sujet que vous souhaitiez aborder, qui est vraiment, je pense que je ne l'avais pas lu ailleurs. Vous dites que le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que le conflit en Ukraine était une bonne affaire pour les Américains. Oui, alors non seulement il l'a déclaré, mais on l'observe effectivement dans un interview en off, Stoltenberg a dit que la totalité des fonds alloués par les Américains dans l'aide à l'Ukraine retournaient essentiellement à l'industrie de défense américaine. Alors ça, c'est pas un secret d'ailleurs. Les Américains ont publié eux-mêmes des chiffres très intéressants qui montrent que leurs dépenses leurs exportations de défense ont augmenté l'année dernière de 56% par rapport à l'année précédente et qu'on atteint aujourd'hui un total de 238 milliards de dollars. Ça montre bien que cette guerre est faite au bénéfice des Américains. Et la manière dont ils mettent aujourd'hui la pression sur les Européens pour que nous nous réarmions, pour faire monter la menace russe, sert aussi bien sûr à multiplier les achats des pays européens vers les États-Unis. Et encore là, on est seulement concentré sur la vente d'armes, mais on ne parle pas de tous les effets, par exemple sur la vente du gaz, du GNL, du fameux GNL. Alors justement, il y a un autre élément très important qui s'est produit fin janvier, c'est que le président Biden, dans le cadre des prochaines élections présidentielles, a dit qu'il mettait son veto et qu'il déclarait un moratoire sur toute nouvelle exploitation du gaz comment dire, du gaz naturel liquéfié. Au début, ce n'était même pas très clair. On a eu le sentiment qu'il mettait même son veto à l'exportation. Ça reste à confirmer. Bien sûr, les républicains et les exportateurs de gaz ont immédiatement sauté en l'air. La presse européenne était très longue. Elle a mis 5-6 jours avant d'en parler. Alors, c'est quand même un élément très important puisque les Américains nous ont poussés dans cette guerre contre l'Ukraine, ils nous ont poussés à cesser tout achat de gaz russe Eh et oui. pour nous livrer du gaz naturel liquéfié sur lequel là aussi ils font des bénéfices assez phénoménaux et les Norvégiens avec eux. Et Mm. maintenant on se rend compte qu'à terme, peut-être dans quelques mois, peut-être d'ici un an, ils arrêteront de nous livrer du gaz naturel liquéfié et ça veut dire que l'Europe paiera au prix fort les problèmes d'approvisionnement énergétique, à moins que le conflit s'arrête et que nous nous retournions vers Moscou. Oui, malgré tout, le gazoduc, lui, a bien été exposé, donc ça va quand même poser des questions de livraison. Mais Ça c'est vrai que posera de graves c'est problèmes. un retournement qui paraît étonnant et qui est intéressant à signaler. Alors ensuite, vous souhaitiez vous diriger vers le bellicisme britannique. Oui, c'est un élément qui ressort de plus en plus, qui n'était pas perçu peut-être à sa juste valeur depuis le début du conflit, même si on avait des signes. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, dans cette guerre en Ukraine, les Britanniques sont bien plus extrémistes que les Américains. Alors, peut-être sont-ils poussés par les Américains qui veulent, d'une certaine manière, ne pas apparaître en première ligne et garder
par quelques aspects des discussions avec Moscou, mais on voit que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou au Moyen-Orient, les Anglais sont vraiment dans une logique très surprenante d'être parmi les plus engagés. En Ukraine, on se souvient que dès mars 2022, c'est Boris Johnson qui était allé à Et Kiev oui. pour mettre un terme aux négociations. Il y a de nouvelles révélations qui Et ont été pardon, faites. juste sur Oui. sur le fameux moment où Boris Johnson était venu, beaucoup ont considéré qu'il était envoyé par les Américains. Et finalement, Alors, peut-être il a eu son propre, sa propre carte à jouer. oui, il y a probablement à la fois un jeu qui est fait au bénéfice des Américains, mais aussi une volonté britannique. Les Britanniques n'ont rien à perdre dans ce conflit, finalement, encore moins que les Américains. On sait qu'ils ont un atavisme anti-russe très fort. Là, on voit qu'ils forment de plus en plus de commandos pour passer derrière les lignes russes et essayer de créer des incidents majeurs, notamment sur les centrales nucléaires, alors même que les Américains et la CIA discutent de plus en plus avec les Russes pour éviter la montée aux extrêmes. Donc, soit il s'agit d'un double jeu américano-britannique à l'égard de Moscou, soit ça veut dire que d'une certaine manière, les Britanniques mènent leur propre politique sans tenir compte de la vie des États-Unis. Et Mmh. puis sur un deuxième aspect, on voit là aussi de manière assez surprenante l'engagement majeur des Britanniques aux côtés des Israéliens à Gaza, puisqu'on est aujourd'hui à plus d'une cinquantaine de missions d'espionnage aérien au-dessus de la bande de Gaza, fait par la Royal Air Force au profit des Israéliens. Et puis on sait que aussi depuis leur station d'écoute basée à Chypre, ils donnent énormément d'informations au service de renseignement israélien. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez surprenant. Il y a un bellicisme accru d'une Grande-Bretagne sur plusieurs théâtres d'opération Ouais, aujourd'hui. non, donc très intéressant à souligner. Vous souhaitiez aussi qu'on se concentre sur ce qui se passe du côté allemand, mais on va dire sur ces prises de parole, notamment du ministre allemand de la Défense, dans le sens de la désinformation. Oui, alors la propagande occidentale, parce qu'il n'y a pas d'autre nom Oui. à lui donner, est en train de continuer. On se souvient qu'il y a quelques semaines, les Scandinaves, Finlandais, Suédois, les Britanniques, le journal Bild avait annoncé une prochaine guerre avec la Russie dans 5 à 8 ans. Le ministre de la Défense allemand, Pistorius, a remis le couvert, si vous me permettez l'expression, ces derniers jours. Donc on sent vraiment qu'on veut faire monter je dirais cette crainte de la Russie qui n'est fondée sur rien sur un plan militaire, avec, je le disais tout à l'heure, derrière ça, essayer de consolider encore le camp de l'OTAN qui pourrait se déliter totalement, et puis bien sûr acheter des armes américaines. Et le paradoxe le plus intéressant était le discours du chef d'état-major des armées français. Alors, je n'ai pas pour habitude de critiquer nos armées, mais là, c'est un discours délirant dont on se demande qui l'a écrit et comment il a pu être prononcé. Le général Burkhard a commencé son discours en expliquant que la Russie avait déjà perdu la guerre, que son armée était saignée à blanc, que c'était pour elle une défaite Oui. stratégique et qu'elle ne représentait plus une menace pour les pays européens, ce qui est tout à fait faux. Et puis dans le même discours, il a dit, ben, néanmoins, nous nous préparons nous aussi, d'ici 5 à 8 ans, à une guerre contre la Russie. Alors, non seulement c'est faux, en plus c'est contradictoire. Et puis, je crois qu'il faut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que la Russie a 145 millions d'habitants, qu'elle va connaître une baisse démographique à partir des années, on va dire, de 2030, dans 7-8 ans, et que l'Union européenne compte 450 millions d'habitants hors Grande-Bretagne. Donc, Mm. voilà, il y a quelque chose de totalement délirant dans ces cercles dirigeants européens et occidentaux qu'on observe tous les jours. On voit aussi, à mon avis, deux autres éléments qui sont intéressants. Et encore une fois, dans les incohérences françaises, le Quai d'Orsay a réagi immédiatement lorsque nous avons appris que 2 humanitaires avaient été tués dans la région de Kherson, Mm. après avoir nié, bien sûr, qu'il y avait des Français il y a quelques semaines lors d'un bombardement russe. Et puis, toujours en France, c'est intéressant de se polariser sur quelques médias qui avaient Et pardon, quasiment dit. juste Oui. sur, ces humanitaires, comment vous l'interprétez? Ben non, mais ça veut dire qu'on reconnaît que nous avons des Français lorsque, Oui. comment dire, voilà, dans un certain nombre de cas, et puis dans d'autres, lorsque ce sont des combattants, Mm. on le nie de manière Mm. assez grossière, alors que les faits sont évidents. On sait qu'il y a des Français des deux côtés, même s'ils sont beaucoup plus nombreux côté ukrainien que dans le Donbass. Voilà. Et donc là, quand on a des victimes, on est en train presque de mettre une enquête judiciaire pour savoir qui les a tués. Mais dans le premier cas, nous n'avons rien fait, comme si nous voulions dissimuler le fait que nous avions des citoyens français, je ne dis pas des envoyés du gouvernement, Mm. qui sont en train de se battre Oui. voilà, contre les Russes.
Oui. Et Et oui, vous- alors l'autre élément intéressant, c'est le discours de certains médias français. Je parle très directement du magazine Géo, qui n'est pas un magazine de géopolitique, mais de manière très surprenante, qui était dans une situation économique très difficile avant le début de la guerre en Ukraine, que l'on a vu reprendre des couleurs sans nécessairement bien connaître l'origine des fonds qui lui permettaient de se redévelopper. Et de manière très étonnante, Géo est parti dans une guerre anti-russe depuis plusieurs mois. Et la dernière manifestation de cet antirussisme de la part du magazine, c'est qu'il a été le seul ces derniers jours à évoquer un décret qu'a signé Vladimir Poutine, qu'il a interprété de manière maximaliste en disant Vladimir Poutine est en train de revendiquer l'Alaska que les Russes avaient vendu à la fin du 19e siècle aux Oui. États-Unis. Donc c'est quand même très étonnant. On est encore dans la propagande et que des journaux qui semblaient quasiment morts avant le début de la guerre en Ukraine ont repris des couleurs. Et comme par hasard, on les voit défendre des positions anti-russes. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à gratter dessus. Oui, des Sur, enquêtes voilà, sur les origines des fonds, absolument, par exemple. absolument. Alors, vous souhaitiez également aborder un petit peu la scène au Moyen-Orient, et notamment Israël, Hezbollah. Oui, la scène au Moyen-Orient, bien sûr, bouge, les auditeurs le savent. Pour la première fois, des Américains ont été tués il y a à peu près une semaine, 3 morts et 25 blessés. Alors, en Syrie, le gouvernement américain a annoncé que c'était une base située en Jordanie, mais elle est bien en Syrie, donc c'était sur une base, sur un territoire qu'ils occupent de manière illégale au regard du droit international. Bien sûr, les ripostes américaines ont été assez rapides, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Américains et les Iraniens se parlent beaucoup en ce moment, même si les tensions montent, et que les deux pays ont tous les deux la même crainte, c'est les dérives possibles venant de Netanyahou. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, aussi bien Téhéran que Washington a peur de la politique que mène Netanyahou, qui ne semble avoir aucune ligne rouge. Et bien Ah oui. sûr qu'il y a, oui, il y a des attaques de part et d'autre, mais jusqu'à aujourd'hui, même avec les outils, les frappes restent à peu près ciblées. On se rend coup pour coup en veillant à ne pas monter trop en puissance. Et puis, bien sûr, on voit aussi que ça monte un petit peu côté du Hezbollah. C'est vrai que le Hezbollah cible uniquement des objectifs militaires, fait jusque-là attention à ne pas s'en prendre aux populations civiles israéliennes. Les Israéliens frappent très fort et curieusement, on s'aperçoit qu'ils semblent avoir de très bons renseignements puisqu'ils arrivent à toucher vraiment des objectifs importants du Hezbollah. Donc voilà, ça rejoint ce qu'on disait à l'instant, la volonté des Israéliens finalement de nettoyer sur toutes leurs frontières et qui génère une crainte réelle à Washington, qui ne peut pas se laisser entraîner, et à Téhéran, qui ne veut pas non plus être amené à réagir de manière démesurée s'il y avait de nouvelles provocations. D'accord. Et un dernier point que vous souhaitiez aborder sur ce qui Oui, se passe du côté de la Corée. dernier point dont on parle peu souvent, puis qui Oui, montre à quel point les Américains sont engagés aujourd'hui sur 3 théâtres majeurs, oui. l'Ukraine, le Moyen-Orient et la Corée. 3 porte-avions sont aujourd'hui au large de la Corée, suite aux derniers essais nucléaires qu'ont lancés les Coréens au tir de missiles. C'est la première fois qu'on a autant de porte-avions en Corée depuis 2017, et ça montre que les tensions dans la région sont de plus en plus fortes, de plus en plus vives. Et je dirais que malheureusement, là aussi, l'Occident en est responsable. Si nous n'avions pas poussé Poutine dans une guerre longue de cette manière, il n'aurait sûrement pas renoué les liens qu'il a renoués avec la Corée du Nord. Et ça donne aujourd'hui au petit dictateur de Pyongyang, finalement, le sentiment qu'il peut mener une politique à sa guise. Et voilà, ça ne fait que multiplier les tensions dans la région. Et donc, on est aujourd'hui sur une situation internationale où, aussi bien en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, les choses pourraient déraper si nous n'y prenons garde. Eh bien, merci beaucoup. Franchement, c'était très, très intéressant de faire ce tour de la carte du monde avec vous, Éric Denessé. Je rappelle que vous êtes directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement, et auteur notamment de cet ouvrage collectif, Ukraine, la guerre américaine, édité justement par le CFDR. Merci beaucoup, Éric Merci. Denessé. À dans 2 semaines. On continue.